Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin, une table ronde qui s'est tenue dans le cadre d'un colloque qui a eu lieu le 19 avril dernier au Sénat et qui portait sur la réforme systémique des retraites. Il faut dire que le gouvernement prépare un véritable Big Bang en la matière avec pour objectif, je cite, que chaque euro cotisé aboutisse à la même ouverture de droits. C'est dans ce cadre donc que s'est tenu ce colloque avec de très nombreux sénateurs, avec la ministre de la Santé pour établir un diagnostic du système actuel, mais aussi pour détailler les pistes de réforme. Ce matin, parmi les très nombreuses tables rondes qui se sont tenues ce jour-là, je vous propose de voir celle qui était consacrée à notre système. Aujourd'hui, une table ronde qui tentait de répondre à plusieurs questions. Notre système aujourd'hui répond-il à ses objectifs ? Quel bilan tirer des 25 dernières années de réforme? Comment est aujourd'hui prise en compte la solidarité et comment est-elle financée? Et enfin, que signifierait un système fusionné et un système par points? Tout de suite donc, retour à cette table ronde qui a rassemblé de très nombreux spécialistes de sujet, de la présidente du comité de suivi des retraites au président du comité d'orientation des retraites en passant par le président de chambre de la Cour des comptes spécialiste de ce sujet. Une table ronde qui a été modérée par le sénateur Les Républicains René-Paul Savary. Écoutez, nous allons commencer cette première table ronde que j'ai l'honneur de présider en tant que rapporteur vieillesse et surtout futur rapporteur de la loi sur les retraites. Merci à toutes et tous, les remerciements ont déjà été faits. C'est une réforme d'ampleur, bien entendu, puisqu'elle concerne plus de 12 millions de personnes, qu'elle, sur le plan budgétaire, marque quand même son empreinte, 330 milliards d'euros, 14% du PIB. Les dépenses plus importantes, faut-il le rappeler, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, que le budget de l'assurance maladie à 245 milliards d'euros, ce qui montre bien l'ampleur du dispositif. Ampleur également sur le plan sociétal, puisque toutes les tranches d'âge sont touchées, que ce soit les enfants qui sont les futurs personnes qui vont derrière assurer la relève dans le cadre de la répartition et qui, on l'a vu, monsieur le haut-commissaire, parfois restent au foyer jusqu'à 29 ans, comme en Italie ou en Suède, avant de pouvoir cotiser. Ça concerne bien sûr la population active, qui est à la base les cotisants, avec des obsessions comme en Allemagne, où l'obsession est de faire que la cotisation soit la moins importante possible au titre de la compétitivité, mais également les seniors, bien entendu, puisqu'ils en sont les premiers bénéficiaires, mais là aussi, ça pose des problèmes de société en ce qui concerne soit la fiscalité ou bien les emplois des seniors qui, dans ce pays, sont moins importants que dans d'autres pays. On l'a bien vu avec certains pays qui souhaitent véritablement allonger considérablement le temps de travail. C'est le cas de la Suède, compte tenu d'une espérance de vie tout à fait significative. Mais ici, un contexte particulier en France, plein de paradoxes. Madame la ministre l'a bien évoqué, 85% des Français pensent que notre système n'est pas celui qui donnera les meilleures garanties, alors qu'en France, on sait que le niveau de vie moyen, alors ça, ce sont la macroéconomie tout à fait relative, mais le niveau de vie moyen des retraités par rapport au niveau de vie moyen des salariés est le plus important par rapport aux autres pays, 104 à 106%. Quand on voit en Suède, il est à peine à 85%. Et le paradoxe également, c'est que les jeunes ne croient pas à cette retraite, alors que des mesures ont été prises, ça va être évoqué lors de la deuxième table ronde, des mesures significatives qui font que le déficit actuel, 4-5 milliards d'euros environ, n'a rien à voir avec le déficit de 60 ou 70 milliards d'euros qui aurait été celui si des réformes n'avaient pas été prises antérieurement. Donc, compte tenu de cette ampleur et de ces paradoxes, il nous appartient d'approfondir un peu les choses. Et le premier thème de réflexion sera celui de cette réforme, à savoir ce système complexe, est-il efficace? Point d'interrogation. Donc nous avons des invités que je vais vous présenter. Yannick Moreau,
Madame Moreau, merci d'être là. Vous êtes la présidente du comité de suivi des retraites. Vous avez également présidé le corps et vous allez intervenir en premier sur le point de savoir si le système de retraite remplit bien les 3 objectifs que la loi lui assigne, à savoir assurer un niveau de vie suffisant pour les retraités, que ce régime soit équilibré financièrement et enfin qu'il soit équitable du point de vue intra- et intergénérationnel. Monsieur Antoine Durleman, qui est ancien président de la 6e chambre de la Cour des comptes, chargé de la sécurité sociale, et vous avez notamment dirigé les rapports de la Cour consacrés aux retraites ces dernières années. Vous interviendrez, si vous le voulez bien, pour présenter l'effet des différentes réformes depuis 25 ans sur la trajectoire financière des systèmes de retraite. Pierre-Louis Bras, qui est président depuis 2014 du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a prouvé son efficacité, qui est très envié dans les pays européens que nous avons visités et dont les travaux ne se résument pas à la seule prévision des perspectives financières du système de retraite. Et vous avez notamment travaillé sur la solidarité dans le système de retraite. Et c'est sur cette question que l'on vous demande d'intervenir. Merci, Monsieur Bras. François-Xavier Selleret, qui est directeur général des régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé, Agirc-Arrco, qui va être une seule entité maintenant, et à la question de savoir s'il est possible techniquement, juridiquement, de passer à un système par points, eh bien, je crois que là, il y a une expérience de l'Agirc-Arrco qui est tout à fait significative, et il saura nous dire si 1 euro cotisé peut ouvrir les mêmes droits. C'est sur ce thème-là que M. Selleret sera interrogé. Alors, merci à toutes et tous de contenir le temps. 10 minutes d'intervention pour chacun. Et ensuite, il y aura des questions de façon à tenir dans le timing, puisque nous avons déjà bien entamé cette discussion. Donc, le premier intervenant, Madame Yannick Moreau, je vous cède la parole. Bien. Alors, ça me permet de mettre mes papiers sans qu'on les voit peut-être. Les objectifs du système de retraite, ils ont été définis, comme on vient de le dire, par la loi de 2014, mais il faut voir d'où ils viennent. Comme le président Larcher, je ne peux pas comprendre les choses sans comprendre un tout petit peu d'histoire. Très rapidement, les premiers régimes de retraite, ils avaient pour objectif soit de fidéliser les assurés, parce que, par exemple, pour une entreprise, il fallait que les salariés restent salariés dans cette entreprise. C'est comme ça que se sont construits les régimes spéciaux, soit parce qu'on voulait leur montrer une reconnaissance particulière. Donc, ils étaient sur des catégories particulières en avance des autres. Et puis, l'objectif s'est beaucoup élargi, notamment en 1945, avec un objectif beaucoup plus général de solidarité entre actifs et entre retraités. Et le président Larocque, qui a joué un rôle important en 1945, rêvait d'un régime unifié par points. Il a été rapidement renvoyé dans ses ambitions et la loi prévoit donc un régime général et des régimes spéciaux, car cet objectif n'était pas à l'époque partagé. Dans les années 70, ce qui apparaît, c'est une volonté d'améliorer la situation. Très fort. Donc on a mis beaucoup de droits dans le moteur, si je puis dire. Beaucoup de droits qui allaient arriver à maturité dans les décennies à venir, aussi bien dans le régime général que dans les régimes spéciaux. Et on ne faisait pas de projection à l'époque, on n'avait pas les instruments. On a mis beaucoup de droits, on a abaissé l'âge de la retraite au tout début des années 80, et l'inquiétude qui apparaît vers la fin des années 80, on savait bien, dans les années 80, on savait bien qu'il y allait avoir un baby-boom, puisqu'il y avait eu un baby-boom, mais on s'aperçoit qu'en plus, la durée de vie s'allonge. Donc l'objectif de pérennité financière, qui n'était pas apparu aussi fortement avant, devient le deuxième objectif.
Donc, le troisième, vous avez solidarité, niveau de vie, pérennité financière. La première grande réforme est faite en 93 et elle va marquer profondément. Pourquoi? D'abord parce qu'elle va faire des économies très importantes, mais surtout, beaucoup aussi, parce qu'elle ne va concerner que le régime général. Et alors, la question qui se pose, c'est avant, les régimes plus favorisés que le régime général paraissaient un but à atteindre, et progressivement, on se dit que ce but ne sera pas atteint. Donc, les autres régimes paraissent des régimes favorisés. Donc, la question de l'équité entre les cotisants, de l'équité entre les régimes apparaît comme une question difficile du système de retraite français. Voilà. Alors, les objectifs, ils sont maintenant résumés par la loi de 2014 dans un article du Code de la sécurité sociale. Donc, ils reprennent ces objectifs qui ont été exprimés petit à petit, solidarité active et retraité et niveau de vie de la retraite, traitement équitable entre générations, sexe et régime, et pérennité financière. Voilà ce qui est défini. Et voilà d'ailleurs les objectifs qu'année après année, nous devons regarder pour voir si, nous, comité de suivi des retraites, pour voir si, tels qu'ils sont définis par la loi de 2014, ils sont atteints ou non. Mais il y a aussi des objectifs qui ne sont pas définis dans la loi de 2014 et qui sont en quelque sorte en filigrane, mais qui sont très présents dans les têtes. En 2003, il y a l'objectif d'une bonne information de chaque actif sur sa situation. Et on a beaucoup progressé dans cette voie. Il y a aussi l'idée qui est plus instrumentale, plus gestionnaire, mais qui avance nettement, on en parle moins, c'est d'une collaboration entre les régimes par des outils communs. C'est comme ça d'ailleurs que la GIRC et l'ARCO ont beaucoup progressé vers des rapprochements. Et cette collaboration vers des outils communs, elle est de toutes les façons nécessaire. Alors, il y a quelque chose qui s'est créé, qui a un sigle barbare, qui s'appelle le RGCU. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça progresse. Et troisièmement, en 2014, apparaît même l'idée un peu, en filigrane, je dis bien, d'une neutralité suivant les parcours professionnels. Alors, ça concerne la situation après la retraite, où il y avait des différences assez sensibles, involontaires entre les régimes. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Les objectifs relatifs au montant des retraites. On peut dire qu'aujourd'hui, les objectifs tels qu'ils sont définis par la loi qui renvoie à des décrets avec des indicateurs sont largement remplis. Le niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs est identique et ce niveau de vie va continuer à s'améliorer, mais à partir de 2020, par rapport aux actifs, il ne va plus continuer à s'améliorer. Mais il ne va pas non plus baisser en valeur absolue. Voilà, on est entre les deux. C'est l'évolution qui a été voulue par toutes les réformes, c'est-à-dire mettre moins de droits à la retraite pour équilibrer. Ou on assume ou on n'assume pas. Mais il n'y a pas de solution. Pour l'équilibre, il faut qu'il y ait des efforts des cotisants, mais il faut qu'il y ait aussi des efforts sur le niveau des retraites. Mais c'est un niveau de vie qui est très favorable par rapport aux pays étrangers. Donc là, vous voyez que le niveau de vie par rapport aux actifs va se détériorer. Et cette détérioration, elle est variable selon la croissance, puisque les régimes actuels sont très dépendants de la croissance. C'est un point important dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très important. Le deuxième objectif, ou le troisième, c'est la stabilité financière. Il faudrait lire le tableau plus vers la droite pour comprendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que en pourcentage des dépenses, l'effet cumulé de toutes les réformes, et encore sur ce graphique qui date d'avant la réforme de 2014, il n'y a pas la réforme de 2014,
est d'environ 7 points de PIB. Bon. Quand vous entendez aujourd'hui parler de déficit des régimes, vous êtes, selon les hypothèses, entre 0, moins 1, etc. Donc les ordres de grandeur des problèmes financiers sont beaucoup, beaucoup moins élevés. En revanche, ce qui apparaît sur la courbe qui suit, c'est que la situation, bon, on voit simplement que les courbes divergent, si on veut regarder très vite, c'est que la situation d'équilibre des régimes est très différente selon le niveau de la croissance. On dit que les régimes de retraite sont dépendants de la croissance. Alors, c'est dû à la manière dont on calcule le total des droits accumulés, et ça pose un problème parce que dès que la croissance fléchit, on a l'impression que le système est en péril. C'est une des grandes causes d'insécurité des jeunes par rapport au régime, c'est qu'ils entendent régulièrement parler à nouveau de déficit. Oui, parce que les réformes n'ont pas été bâties pour être indépendantes par rapport à la croissance. Donc par rapport aux objectifs, c'est rempli. Mais il n'y a pas un objectif d'indépendance relative par rapport à la croissance, et c'est probablement une difficulté qui existe. Autre objectif, le traitement équitable entre les assurés. Donc, je vais peut-être vous surprendre, mais entre générations, je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps, mais les problèmes ne sont pas immenses, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et la situation, en réalité, l'équilibre entre générations, c'est très difficile à mesurer. Entre hommes et femmes, il y a encore du chemin à faire pour aller vraiment très vite. Entre régimes, disons que c'est le point le plus sensible pour nos concitoyens, et on peut dire qu'il y a eu un très fort rapprochement des règles des régimes de retraite pour la fonction publique qui s'est rapprochée du privé en 2003, et même pour les régimes spéciaux dont on oublie trop vite qu'une réforme difficile les a réformés, les mettant dans le train des réformes. Cette réforme de 2008, on en a moins parlé parce qu'elle ne passait pas au Parlement. Peut-être une erreur. Du coup, on en a moins parlé. Mais en fait, il y a quand même un mouvement très important. Mais nos concitoyens ont tendance à penser que ça n'existe pas, c'est nul, mais c'est à l'œuvre quand même. Il faut bien le savoir, c'est important. Hein. Alors, pourquoi est-ce que ça n'est pas mesuré? D'abord parce qu'il y a des calendriers qui sont assez longs, parce qu'il y a des espèces de chiffres qui restent 50 ans ou 52 ans pour telle catégorie, qui commencent à ne plus avoir de rapport avec la réalité. Tous les ans, les départs se font de plus en plus tardivement, compte tenu des règles de décote, surcote, etc. Mais aussi parce qu'il faut bien le comprendre, les modes de calcul sont tellement différents que c'est quasiment impossible d'expliquer à quelqu'un que finalement, entre la fonction publique en moyenne et le régime général en moyenne, c'est à peu près pareil. Impossible. Vous passez un quart d'heure et la personne vous dit « oui, mais quand même ». Alors là, vous comprenez que vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Les documents du corps sont parfaits. Ils ont été raffinés, ils sont parfaits. C'est très difficile, les modes de calcul sont très différents. Et puis, il y a aussi des avantages familiaux qui sont beaucoup trop divers. Et là, pour des raisons historiques, simplement, c'est compliqué de les rapprocher. C'est compliqué parce que il y a pas que des gagnants. Bon. Mais personne ne peut défendre des situations aussi différentes, et d'ailleurs, personne ne les défend. Donc, en conclusion, on pourrait dire qu'il y a eu des évolutions très importantes qui sont vraiment en phase avec les objectifs initiaux des réformes. Et de ce côté-là, nous pouvons dire que les réformes qui ont été faites en France sont vraiment, j'aime pas beaucoup l'opposition paramétrique systémique, mais sont vraiment des réformes de fond. C'est vraiment des réformes importantes. Mais il y a aussi, c'est vrai, des interrogations sur la nécessité d'aller plus loin vers un meilleur pilotage des régimes, parce que ce n'est pas possible qu'en fonction de la croissance, ce soit aussi différent. Ce n'est pas forcément des réformes les plus difficiles, mais c'est très important. Un rapprochement encore de la situation des Français et un rapprochement plus lisible. Actuellement, c'est moins l'équité qui est un problème que la lisibilité. C'est pas lisible. C'est vrai qu'il y a un problème de lisibilité, et donc une plus grande lisibilité des règles. Et puis, il ne faut pas l'oublier, ce souhait d'un rapprochement qui est très fort, il vient en même temps, si je puis dire,
qu'un souhait de particularisme qui reste très fort. Et ça ne sera pas la moindre des difficultés que de conjuguer ceci qui reste important et un besoin de particularisme dont on parle un peu moins aujourd'hui, mais parler à quelqu'un des professions libérales, vous verrez, etc. Bon, voilà. Donc ces deux choses-là restent importantes, comme une sorte de petite contradiction interne qui va être intéressante à résoudre pour les promoteurs de la réforme. Merci. Merci, Madame Moreau, d'avoir tenu dans le temps imparti. Monsieur Durleman, c'est vous qui avez 10 minutes pour dresser le bilan de 25 ans de réforme des retraites. Dresser le bilan des réformes des retraites depuis 25 ans, c'est évidemment prendre le risque d'être allusif ou péremptoire. Je l'assume. Je ne vous accablerai pas de chiffres. Je voudrais appeler l'attention sur quelques considérations qui forment, je crois, la base aujourd'hui observable de cet effort continu de réforme depuis, en réalité, un peu plus de 25 ans. Je crois que le début des réformes de retraite, c'est 1987, quand Philippe Séguin a pris la décision et l'a fait partager, j'étais à l'époque auprès du Premier ministre à Matignon, d'indexer désormais les pensions et les salaires portés au compte sur les prix et non plus sur les salaires comme c'était le cas antérieurement. Premier constat que je voudrais faire devant vous, c'est que ce qui fait la force des réformes est aussi ce qui en fait la faiblesse. Yannick Moreau a rappelé tout à l'heure que les réformes ont succédé à une histoire préalable qui était une histoire d'augmentation des droits, histoire d'augmentation des droits dans un contexte dans lequel les personnes âgées et les retraités étaient dans des conditions de vie souvent extrêmement modestes, voire indigentes. Et ça a été tout l'effort des années 70, de la loi Boulin jusqu'à ce couronnement qui a été l'ordonnance du 26 mars 1982 portant l'âge de départ à la retraite de 65 ans à 60 ans. Ça a été un effort de progrès. Cette histoire explique, pour une part, l'hésitation devant la réforme. La réforme, elle a été, à certains égards, bloquée par la décision qui a été prise en 1983 de baisse de l'âge de départ à la retraite. Ça a été à la fois une forme de totem et de tabou. Il a fallu attendre modulo ce que je viens de dire sur l'action de Philippe Séguin, 1991, et le livre blanc demandé par Michel Rocard pour agir. La force des réformes, ça a été leur gradualisme. Le fait que les réformes qui se sont succédées, 1993, 2003, 2008, 2010, 2014, sont des réformes qui se sont combinées pour se compléter selon une même orientation. Et cela explique, au fond, cette capacité à avancer sur des réformes extrêmement profondes. La limite, elle est double. La limite, c'est que d'abord, le point de départ a été relativement tardif. Il a été relativement tardif quand on compare notre action par rapport à celle d'un pays comme l'Allemagne, qui a commencé plus tôt que nous. Le deuxième point de faiblesse, c'est que ces réformes ont été d'abord conduites par une approche de progressivité qui a donné la priorité aux outils en réalité les moins sensibles. Prioritairement, la désindexation des retraites sur les salaires et deuxièmement, l'allongement de la durée de cotisation. Contrairement à l'Allemagne,
qui, dès 1992, a décidé de reculer l'âge de départ en retraite, passant de 60 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes à 65 ans, qui a prolongé ce mouvement à compter de 2007 en passant de 65 à 67 ans. Il a fallu en France attendre 2010 pour toucher à l'âge de départ à la retraite, c'est-à-dire 28 ans après la décision qui avait été prise au tournant des années 1980. C'est donc le levier qui avait l'effet le plus immédiat et le plus puissant qui a été actionné le plus tardivement. Enfin, le troisième constat que l'on peut faire sur notre méthode de réforme, c'est l'acceptation de la dette. L'acceptation de la dette parce que notre dispositif de réforme, notre processus de réforme a intégré la dette sociale comme étant une variable d'ajustement. C'est quelque chose qui ne se constate pas dans les régimes complémentaires de retraite, qui n'ont pas la possibilité de recourir à l'endettement comme variable d'ajustement ou modalité finalement acceptée de progressivité des réformes. Ça n'est pas non plus le cas en Allemagne. Ce mode de réforme explique à la fois l'importance des résultats, mais également leur faiblesse. L'importance des résultats, c'est que la part des retraites dans le PIB a progressé de façon très nettement inférieure à ce qu'aurait donné la simple prolongation des tendances antérieures. Au tournant des années 1990-1993, la part des retraites dans le PIB était de l'ordre de 11%. Selon l'INSEE, si aucun paramètre n'avait été ajusté, la part des retraites dans le PIB tendait vers 20 ou 21% à l'horizon 2060. On est aujourd'hui, vous le savez, à 14%. C'est donc entre 6 et 7 points de PIB qui ont été en quelque sorte gagnés par les réformes successives qui ont été faites au cours des dernières années. C'est évidemment tout à fait considérable et l'on peut considérer de ce point de vue-là que les réformes ont permis à notre pays de passer la bosse démographique. Cette bosse démographique du papy-boom et laisse notre système de retraite aujourd'hui exposé à deux fragilités. La première fragilité, elle est positive, c'est la tendance continue à l'accroissement de la durée de vie, c'est la tendance à l'augmentation de l'espérance de vie qui se poursuit. La deuxième fragilité, Yannick Moreau le rappelait à l'instant, c'est la dépendance excessive du fait même de son financement des retraites à l'activité économique et à la croissance de la productivité. Ces résultats ne doivent pas non plus omettre le fait que ce retard relatif dans le processus de réforme a eu pour conséquence que se sont superposés à la fois des déficits structurels et des déficits conjoncturels. Quand la crise de 2008 a éclaté, notre système de retraite était déjà entré en déficit à partir de 2004-2005. Donc la crise, avec évidemment son effet dépressif, est intervenue sur une situation qui était déjà une situation mauvaise. La part du déficit structurel pendant les années 2000 à 2014 a représenté de l'ordre de 17 milliards d'euros, à comparer à environ 20 milliards d'euros pour l'assurance maladie. On parle beaucoup de déficit structurel en matière d'assurance maladie, on en parle moins en matière d'assurance vieillesse, mais l'importance du déficit structurel a été également considérable. Cette fragilité est une fragilité qui évidemment se constate aujourd'hui, au moment où le corps a été amené à réviser ses prévisions pour les années qui viennent et à plus long terme.
C'est une fragilité qui, évidemment, a de multiples conséquences. La plus importante, au-delà de la soutenabilité même du système, qui en réalité a été très substantiellement amélioré, la fragilité, elle est liée à deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la défiance devant le système, la récurrence des déficits et l'importance de la dette sont des éléments de fragilisation de la légitimité même du système de répartition. La deuxième difficulté, la deuxième fragilité, là également Yannick Moreau l'a souligné, c'est l'illisibilité du système dès lors que les mécanismes de financement se sont considérablement complexifiés dès lors que la cartographie des régimes n'a pas été modifiée. La cartographie des régimes n'a pas été modifiée. En revanche, les transferts financiers entre les régimes se sont démultipliés avec, le Sénat l'a fort bien mis en lumière, ce rôle de plaque tournante du déficit qu'a joué au cours de ces dernières années le Fonds de solidarité vieillesse. Voilà, aussi brièvement que possible, non pas un bilan, mais quelques éléments de bilan. Merci, Monsieur Durleman. Pierre-Louis Bras va nous présenter maintenant les conclusions sur la prise en compte et le financement de la solidarité dans le système français. Monsieur le Président. Bonjour. Donc je vais vous parler. Commencez, juste un mot. On est dans les temps, donc il y aura des questions émanant de la salle. Commencez, si vous le souhaitez, à réfléchir à vos questions de façon à ce que l'on puisse en prendre un nombre maximum. Merci. Merci. Donc, on m'a demandé de vous parler de la solidarité dans notre système de retraite. Je vais m'y essayer. Je parle en tant que président du corps, mais je dis tout de suite que je n'entends pas parler au nom de tous les membres du corps qui, dans leur diversité, ne se retrouveront peut-être pas dans mes propos. Donc, c'est un propos de président un peu en suspension par rapport aux membres du Conseil que je préside. Donc, je voulais partir pour cet exposé des objectifs fixés à notre système et de l'article de loi qui les reprend. Donc, c'est l'article 111-2-1 du Code de la Sécurité sociale. Et vous voyez qu'il y a deux logiques. Une logique de proportionnalité au revenu de la carrière, puisque il est affirmé par le législateur que la pension doit être en rapport avec les revenus tirés de l'activité. Alors notez bien que l'objectif fixé par le législateur, c'est en fonction des revenus tirés de l'activité et pas en fonction des cotisations versées. Et donc vous voyez comment la perspective de réforme qui nous est proposée change cet objectif majeur, puisque demain, ce serait plutôt en fonction des cotisations versées que devrait se calculer la retraite. Mais cette définition des objectifs est conforme avec l'idée d'un régime par annuité, puisque la plupart des régimes sont par annuité. Mais cette idée de proportionnalité aux revenus tirés de la vie active est contrebalancée par des objectifs de solidarité qui sont affirmés dans le même article, puisque la nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération. Et c'est plutôt de ce deuxième solidarité que je vais vous parler, de la solidarité au sein de chaque génération. Et donc effectivement, de fait, dans notre système, on peut distinguer un cœur du système et puis des dispositifs de solidarité. Le cœur du système, c'est en gros les règles les plus communes de liquidation. Et on voit que les droits à la retraite sont en fonction des salaires ou traitements et de la durée d'assurance. Ça vaut pour le régime général, les régimes alignés, les régimes spéciaux. Bien évidemment, le salaire ou traitement pris en considération, c'est les 25 meilleures années dans le régime général, c'est les 6 derniers mois dans les régimes spéciaux, mais joue dans le calcul des retraites cette idée du traitement et de la durée d'assurance. Et puis, nous avons des régimes complémentaires, ou même certains régimes de base, qui eux sont plutôt basés sur les cotisations, puisqu'ils sont en points, et donc c'est l'ensemble ARCO-AGIRC ou le régime de base des professions libérales. Et puis, par rapport à ce qu'on peut considérer comme le cœur du système, on a des dispositifs de solidarité, c'est-à-dire des droits à la retraite qui sont octroyés, qui sont ouverts sans lien avec une rémunération ou des cotisations.
Alors, si on essaie de faire un bilan global de ces deux dispositifs en termes de redistribution verticale, je m'en tiens à la redistribution verticale, en gros, le cœur du système, c'est-à-dire les règles de liquidation, ne réduisent pas l'écart des rémunérations moyennes. Donc, le cœur du système est plutôt anti-redistributif. En gros, l'écart interdécile est de 5,8 entre le cumul des salaires et l'écart entre les retraites interdécile, D9 sur D1, est de 6,6. Donc, le cœur du système est plutôt anti-redistributif. Pourquoi? Parce qu'en gros, nos règles avantagent plutôt les carrières complètes. Et il y a un lien statistique entre carrière complète et faible rémunération. Je donne un exemple. La règle des 25 meilleures années vous donne un avantage si vous avez fait 40 ans de carrière, parce que effectivement, ça va permettre de gommer certaines années moins favorables. Si vous avez une carrière courte de moins de 25 ans, eh bien, la règle des 25 meilleures années ne vous apporte rien. Donc, le cœur du système est plutôt anti-redistributif. Mais les dispositifs de solidarité, eux, sont très redistributifs et viennent compenser cet effet anti-redistributif du cœur du système. Et donc, on passait de 5,8 à 6,6 et pour l'écart interdécile, et on revient à 4,1 lorsque on a intégré les dispositifs de solidarité. Et donc, au total, notre système est aujourd'hui globalement très redistributif par rapport au niveau des salaires. Alors, ces dispositifs de solidarité, ils sont extrêmement nombreux. Vous en avez la liste sur le slide, je ne vais pas les commenter. Ils visent pour l'essentiel à compenser des périodes d'inactivité entre guillemets forcées, le chômage, la maladie. Ils visent à compenser les charges et les effets sur la retraite du fait d'avoir à éduquer et élever des enfants. Donc, la plupart de ces dispositifs sont des dispositifs de redistribution verticale qui vont aller vers les retraites les plus faibles, sauf la majoration de pension pour 3 enfants qui, elle, est plutôt dans une perspective de redistribution horizontale, puisque cette majoration est proportionnelle aux retraites et donc n'est pas redistributive verticalement. Et puis, ces dispositifs de solidarité propres au système de retraite s'articulent avec un minimum vieillesse qui, lui, est un peu extérieur au système de retraite au sens sécurité sociale, puisqu'on rentre dans le domaine de l'aide sociale avec ce qui est attaché, la récupération sur succession, mais qui sert de filet de sécurité pour les plus de 65 ans. Alors, quelle est l'importance des dispositifs de solidarité? C'est assez difficile à évaluer, mais en gros, et c'est une estimation, parce que les calculs sont complexes, ça représente environ 20% des pensions de droit direct, ces droits liés à la solidarité, donc sans contrepartie en termes de revenus ou de cotisations. Donc pour les salariés du secteur privé, c'est environ 20%. Alors ça, il y a plus de dispositifs de solidarité à la CNAV, on est autour de 27%. À Arcoagir, qu'on est plutôt à 7%. Au total, ça fait 20%. Et ces dispositifs de solidarité sont financés soit en interne au régime, soit par des sources extérieures, des transferts du Fonds de solidarité vieillesse, de la CNAF ou de l'UNEDIC. La CNAF pour les droits de solidarité liés aux enfants ou l'UNEDIC pour les droits de solidarité liés au chômage. Pour les fonctionnaires, les dispositifs de solidarité, c'est aussi en gros 20%. Mais par exemple, il n'y aura pas dans les régimes de fonctionnaires de dispositifs de solidarité liés au chômage, pour des raisons évidentes. Par contre, il y aura plus de dispositifs de solidarité sous forme de départ anticipé pour compenser le risque ou les dangers et la pénibilité liés à certaines carrières. C'est le dispositif des catégories actives ou superactives. Et là, ce financement de la solidarité dans les régimes de fonctionnaires, il est interne au régime sans apport externe. Donc il se finance par les cotisations attachées à chacun de ces régimes. Pour les non-salariés, bien évidemment, il n'y a pas de transfert de solidarité au niveau du chômage, enfin jusqu'à présent, et il y a aussi des transferts de l'extérieur, de la CNAF ou du FSV pour prendre en charge les solidarités familiales. Alors, comment ce dispositif va être, ce cœur du système et ces dispositifs de solidarité vont être impactés par la future réforme? La future réforme, c'est la promesse d'un cœur du système qui serait strictement contributif, au sens une proportion stricte entre les cotisations versées et la retraite. Donc c'est la phrase du programme souvent commentée, 1 euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Donc
les droits sont attachés aux cotisations, ce sont les mêmes, c'est une règle universelle et le cœur du système devient strictement contributif. Et on se réfère aux cotisations et non pas aux revenus. Mais cet objectif de contributivité est compatible avec le maintien de solidarité. Il est possible d'octroyer des droits au titre de la solidarité dans un régime en points ou dans un régime en compte notionnel. Néanmoins, ça devrait changer la perspective sur le cœur du système et la solidarité. Logiquement, le financement de la solidarité devrait être distinct de la future cotisation contributive au système universel, puisque cette cotisation contributive doit donner les mêmes droits. Donc elle doit être isolée de tout ce qui pourrait être solidarité, puisque là, on a vocation à avoir des droits sans avoir payé de cotisation. Donc on voit bien que la perspective de la réforme, c'est une séparation plus stricte entre d'un côté le cœur contributif du système et de l'autre côté des droits liés à la solidarité, avec une prise en charge par l'État de ces droits liés à la solidarité à travers l'impôt ou par, comme c'est le cas aujourd'hui, des cotisations versées par des tiers qui seraient l'équivalent des cotisations contributives. Et donc, logiquement, des droits au titre de la solidarité plus lisibles et qui s'exprimeront en points ou en euros. Aujourd'hui, certains droits à la solidarité s'expriment en termes de trimestres. Par exemple, les majorations de durée d'assurance pour enfants s'expriment en termes de trimestres et on ne sait pas ce que va représenter ce trimestre parce que ça va dépendre de la carrière de la femme qui en bénéficie et dans certains cas, ces trimestres peuvent ne servir à rien si elle a par ailleurs l'ensemble des trimestres nécessaires sans mobiliser ses droits à MDA. Et donc là, ce seront a priori des droits plus quantifiables et plus lisibles. Donc, voilà quelle est la perspective logique de la réforme, une distinction plus stricte entre le cœur contributif et les droits de solidarité. A priori, je dis cela en précisant tout de suite que cette perspective-là n'est pas un progrès pour tout le monde. Pour certains, c'est un progrès parce que ça sera plus transparent, plus clair, plus séparé. Pour d'autres, au contraire, un système de retraite mêle de manière intrinsèque de la solidarité et de la contributivité et qu'il ne faut pas chercher à séparer les deux choses, notamment parce que mettre en exergue la solidarité risquerait d'affaiblir la solidarité. Donc ce sera un des éléments du débat autour de la réforme. Alors, je voudrais illustrer quelques questions qui vont se poser dans le cadre de la réforme, quelques illustrations des questions que nous allons collectivement, la nation, avoir à se poser. Prenons un exemple, les exonérations de cotisations. Aujourd'hui, les exonérations de cotisations, c'est un élément de la politique pour l'emploi et à la limite sans lien étroit avec les retraites. Parce que comme les retraites au régime de base sont calculées en fonction des revenus bruts et que les exonérations de cotisations ne pèsent pas sur les revenus bruts, on peut parler d'exonération de cotisations sans parler de retraite. Demain, dès lors que les droits à la retraite dépendent des cotisations, lorsqu'il y aura une exonération de cotisations, il y aura un financement par la solidarité de cette exonération de cotisation et ça paraîtra comme un élément de la solidarité pour les salariés les plus modestes. Donc vous voyez que ça change la perspective sur un élément qui existe aujourd'hui, les exonérations de cotisation, que ça en change le sens ou en tout cas la vision que l'on peut en avoir. Ce qui était un élément de la politique de l'emploi, apprécié ou décrié, devient aussi un élément de solidarité pour les salariés les plus modestes dans le cadre de la réforme. Je prends un autre exemple, les majorations de durée d'assurance pour enfants. Aujourd'hui, la solidarité, selon les régimes, est différente vis-à-vis de l'accueil des enfants. Elle s'exprime en trimestres et en gros, on est à 2 ans dans les régimes du privé et à 6 mois dans les régimes de la fonction publique. Donc demain, a priori, ces droits à la solidarité seront harmonisés parce qu'on voit mal harmoniser la contributivité des cotisations et puis maintenir des dispositifs de solidarité extrêmement différents. Donc il faudra trouver une équivalence de ces droits actuellement exprimés en trimestre en points ou en euros et il faudra choisir, harmoniser, vers le bas, vers le haut, sachant que, bien évidemment, à la fin, et pour une enveloppe donnée, il y aura un choix à faire entre solidarité et contributivité. Plus on accumulera de droits au titre de la solidarité, moins le rendement des cotisations, pour une enveloppe donnée, sera important. Prenons un autre exemple, la réversion. La réversion, aujourd'hui, elle est considérée souvent comme au cœur du système. Or, la réversion, c'est un élément de solidarité. Si on s'en tient
à la règle fixée, 1 euro cotisé donne les mêmes droits quel que soit le statut, on s'aperçoit que la réversion est en contradiction avec cet objectif, puisque selon que vous serez marié ou non, votre cotisation vous donnera potentiellement plus ou moins de droits. Donc la réversion va apparaître clairement demain comme un dispositif de solidarité. C'est en gros une redistribution aujourd'hui des non-mariés vers les mariés. D'accord ? Et le mariage n'est plus la norme de vie familiale qu'il était lorsqu'on a créé les systèmes de retraite. Donc demain, il faudra, comme pour les MDA, harmoniser les droits à la réversion parce qu'ils sont très différents selon les régimes. Pour certains, ils sont sous condition de ressources, d'autres non. Ça dépend, dans certains cas, des remariages. Enfin bon, tout ça est extrêmement complexe, on pourrait y passer l'après-midi ou le matin. Mais une des questions fondamentales, dans le nouveau système, la réversion sera-t-elle un dispositif de solidarité financé par un apport externe au système universel ou sera-t-elle de la redistribution interne et tolérera-t-on une entorse à la règle 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Et je termine, peut-être pas par la question la plus simple, puisqu'il s'agit des catégories actives de la fonction publique, mais aujourd'hui, les droits liés à certains métiers, policiers, pompiers, aides-soignants, j'en oublie, sont pris en charge intégralement par les régimes de la fonction publique eux-mêmes. C'est de la solidarité interne. Si demain, on maintient des dispositifs de ce type, eh bien, dès lors que 1 euro cotisé donne les mêmes droits, ces droits particuliers liés à certains métiers auront vocation à être financés par la solidarité nationale. Et donc ça voudra dire de les re-questionner et de les financer de manière différente. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc un système universel aujourd'hui, un système universel, celui proposé dans le cadre de la réforme, avec un cœur strictement contributif et compatible avec des droits ouverts au titre de la solidarité, mais la logique conduirait à distinguer plus nettement qu'aujourd'hui, le cœur contributif et les dispositifs de solidarité. Et on voit bien que la réécriture des dispositifs de solidarité dans le nouveau système supposera de s'interroger sur leur forme, sur leur ampleur, et donc sur leur légitimité et les objectifs poursuivis. Et là, je vous ai donné 4 illustrations des questionnements. Vous voyez qu'ils sont tous très complexes. Par exemple, la réversion, ça renvoie à des affects, à des visions du monde sur ce qu'est le mariage, le couple, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, le débat promet d'être animé, vif et, je l'espère, fructueux. Merci. Par vos exemples, vous avez montré effectivement la complexité du système et on l'a vu dans d'autres pays. Et le système doit-il être pur ou pas? On voit bien que c'est une question qui devra se poser. Monsieur Selleret, le modèle Agirc-Arrco, merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, j'aurai les mêmes prudences qu'avait Pierre-Louis Brun à l'instant dans mon propos, puisque je vais essayer de rendre compte de l'expérience et de l'histoire de l'Agirc-Arrco. Il y a dans cette salle de nombreux acteurs qui y ont contribué, donc qui pourront, le cas échéant au moment des questions, y apporter des compléments, des précisions, des contradictions. Alors, effectivement, là, on m'a demandé de plancher sur le sujet suivant, un régime fusionné et géré par points. Et donc, effectivement, là, j'ai essayé, à travers le propos que je vais vous présenter, de voir en quoi l'expérience acquise par l'Agirc-Arrco pouvait être utile, je dirais, aux enjeux actuels. Alors déjà, peut-être, premier élément, c'est l'Agirc-Arrco en quelques chiffres. Moi, je me rends compte souvent quand je présente l'Agirc-Arrco que l'Agirc-Arrco est encore insuffisamment connu. Donc quelques chiffres qui traduisent au final à la fois le reflet de la gestion paritaire, qui est cette double proximité entre, je dirais, auprès des salariés et auprès des entreprises, et puis auprès aussi une vision un peu longitudinale des choses. Alors, quand je présente l'Agirc-Arrco, je dis souvent nous avons plus de 55 millions de clients. Alors le chiffre surprend, et donc je vous propose de nous y attarder un petit peu. On a aujourd'hui 12 millions de retraités. Quand nous regardons les droits des personnes qui ont acquis des droits dans les régimes, à un moment ou à un autre de leur carrière, et qui n'ont pas encore liquidé ces droits, nous avons aujourd'hui plus de 40 millions de personnes, 40 millions de personnes que je pourrais qualifier en activité d'actifs, qui ont acquis des droits, je dirais, dans les régimes, et ces droits qui n'ont pas encore été liquidés. 1,6 million d'entreprises, c'est bien cette double proximité salarié-entreprise, et puis 2,5 millions de particuliers employeurs.
Quand je me mets du point de vue de nos concitoyens, 96% de nos concitoyens cotisent à un moment ou à un autre de leur vie auprès de l'ARCO. Donc pour paraphraser le général de Gaulle, on peut dire que tout le monde a été, est ou sera ARCO. Nous versons chaque année 78 milliards de prestations, et ça a été dit plusieurs fois par le président Larcher, par Antoine Durleman, par Yannick Moreau. Le résultat de la gestion paritaire, c'est 0 € de dette et aujourd'hui plus de 62 milliards de réserves disponibles pour le financement des régimes. On verra que cet élément-là, qui est un élément technique, qui est un élément financier, est aussi un élément de confiance, de solidité dans le système. Alors, premier élément, l'Agirc-Arrco, un régime en points. Alors, un régime en points, effectivement, nous sommes un régime en points depuis plus de 70 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire un régime en points? Ça veut dire que du point de vue des salariés, ça veut dire une acquisition progressive des droits, retracés dans un compte en points, retracés, je dirais, tout au long de sa carrière, tout au long de la rémunération. Régime en points, donc, qui est principalement contributif. Ça a été dit là encore plusieurs fois par les orateurs précédents, mais qui a intégré dès le départ des dispositifs de solidarité. J'allais dire autofinancer des dispositifs de solidarité. Et donc on voit bien qu'on va dans un continuum de la rémunération du salaire par la cotisation et jusqu'à l'attribution de droits. On y viendra tout à l'heure, on gère la carrière et les droits au fil de l'eau. Pas uniquement la carrière, mais les droits. C'est-à-dire que chaque année, nous portons des droits au compte et on n'y revient plus. Donc c'est aussi, là encore, un élément de confiance et de stabilité dans le système. D'où un point pour nous qui est un point de lisibilité. Approche collective, et ça sera tout le sens de mon propos de montrer qu'on articule l'individuel et le collectif, et qu'au sein de l'Agirc-Arrco, on n'oppose pas les deux, et ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est bien l'un et l'autre. Donc, pour tous, par la valeur du point, un mécanisme que nous pensons comme compréhensible de pilotage d'un système par répartition. Là encore, à la fois une approche très individuelle qui répond aux besoins de chacun d'entre nous, et en même temps une règle collective. Et c'est dans cette articulation des deux, à la fois, et donc dans son mode de pilotage, dans son mode d'acquisition de droits, à la fois donc dans sa transparence et dans la confiance. Ça veut donc dire que nous voulons apporter une approche individualisée dans un régime obligatoire par répartition. Souvent, on a tendance à dire, mais si c'est individualisé, ce n'est pas par répartition. Et donc, c'est du collectif. Au contraire, bien au contraire. Pour nous, l'un des enjeux, c'est de montrer qu'on peut réconcilier les deux approches, et depuis le début. Notamment dans notre capacité à gérer du sur-mesure. C'est souvent un élément qui est insuffisamment connu. Aujourd'hui, près de 20% des salariés cotisent à des taux supérieurs aux taux standards. C'est le reflet des négociations de branches et d'entreprises. Et on continue aujourd'hui, à gérer ces éléments-là, qui sont souvent des éléments qui datent d'avant 99, mais on le voit bien qu'ils représentent là encore, qui couvrent encore près de 20% des salariés. Approche individuelle, approche, je dirais, capacité à gérer du sur-mesure, en même temps avec des règles de pilotage simples et équitables. C'est pour ça que j'ai repris un propos qui est de dire, et on le viendra avec la fusion de l'Agirc et de l'Arco, 1 € cotisé désormais au sein de l'Agirc et de l'Arco ouvre potentiellement les mêmes droits pour tous. Chaque année, quand on ouvre, c'est le même rendement, et on y viendra, c'est le même rendement, avec des taux de cotisation différents, mais avec des mêmes rendements. En conséquence, en gestion, ça, je l'évoquais, c'est une alimentation et une gestion de la carrière et des droits au fil de l'eau. C'est un recouvrement individualisé, puisque ça suppose de gérer ce sur-mesure. Je le dis souvent, aujourd'hui, nous ne voulons plus d'un costume marron taille 40 pour tous. C'est vraiment dans cette capacité à essayer d'apporter du sur-mesure dans le cadre d'un régime obligatoire par répartition. Mais pour pouvoir faire cela, c'est de permettre à chacun, comme le cœur du système est contributif, de permettre à chacun de faire ses choix de vie, personnels et professionnels, en toute connaissance de cause. D'où l'enjeu pour nous d'aller à la rencontre de nos concitoyens dans une démarche proactive, là où ils sont, là où ils en sont, tant de manière physique que de manière digitale, tout au long de la carrière. Autre image que nous prenons, nous sommes comme le journal de Tintin, de 7 à 77 ans. Donc ça veut donc dire que notre enjeu, c'est d'apporter un service qui est différent potentiellement, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Mais là encore, dans cette volonté d'apporter un service personnalisé tout au long de la vie, c'est l'enjeu de consolider la confiance dans le collectif et dans l'avenir. Et on voit bien que pour nous, il y a un lien fort entre l'individuel et le collectif. L'un enrichit l'autre et l'un nourrit l'autre. Notre histoire, j'allais dire l'histoire de l'Agirc et de l'Arco, c'est 50 ans de convergence
de rapprochement et de fusion. Et puisque au départ, en 1961, le régime Arco, ce sont des régimes d'entreprise, de branches, des régimes régionaux. Et puis progressivement, et depuis le début, la convergence a été organisée autour d'un rendement de référence. Et on voit bien que ce rapprochement-là, a été un rapprochement dans la durée, et le résultat, c'est qu'au final, 47 régimes, aux paramètres différents, ont été progressivement convergés, rapprochés, intégrés, fusionnés. Et l'étape qui est devant nous, qui nous mobilise encore cette année, c'est au 1er janvier 2019, la fusion de la GIRC et de l'ARCO. Que peut-on dire de l'expérience de ces fusions? Alors, j'espère que... Ah, ça bloque un peu. Diapositive suivante, si vous arrivez à reprendre. Voilà. L'enjeu, ça a été de fédérer et faire converger des régimes différents. Des régimes qui étaient en points, historiquement, mais aussi des régimes en annuité, aussi des régimes en pourcentage de salaire. Quand on prend l'histoire des régimes Arco, ça a été des régimes très différents, avec chaque fois une reprise des droits et obligations des régimes antérieurs, qui ont été convertis dans les règles du régime d'accueil. Donc chaque fois, on a honoré la promesse du passé, mais on l'a traduit dans les règles du régime d'accueil. Élément peut-être de différence quand on parle de fusion, notre expérience, c'est qu'avant de fusionner, on a rapproché. On a rapproché les paramètres, on a rapproché les systèmes d'information, on a rapproché les organisations. Souvent, quand on procède à des fusions, j'allais dire, dans le monde autour de nous, quand on fusionne des entreprises, on fusionne d'abord, on fusionne juridiquement, et puis on rapproche ensuite. L'expérience des rapprochements, ça a été d'abord des rapprochements préalables à la fusion, avec en parallèle une réduction des structures et des coûts de gestion. C'est pour ça qu'on a évoqué tout à l'heure les systèmes d'information. En parallèle à ces rapprochements de régimes, il y a eu un rapprochement des structures informatiques, des plateformes informatiques. Je pourrais dire aussi des institutions de retraite complémentaire. Donc on voit bien qu'on a eu un enjeu parallèle d'harmonisation par le haut, avec le rapprochement des régimes, d'harmonisation par l'opérationnel, avec l'harmonisation des structures, et les résultats que j'évoque là en matière de gestion, puisque aujourd'hui, à fin 2017, par rapport à l'objectif qui a été fixé par les partenaires sociaux, tant sur les coûts de la gestion administrative que les coûts de la gestion financière, on est aujourd'hui à 450 millions d'euros d'économie. Donc on voit bien que la méthode, si vous me permettez, elle produit du résultat. Je crois que c'est aussi l'un des éléments essentiels de notre expérience, c'est que pour pouvoir obtenir un résultat in fine, de pouvoir piloter, je dirais par le point, de pouvoir piloter par les différentes fusions et rapprochements, ont donné du résultat. Alors, je l'ai déjà évoqué, cela, finalement, c'est le reflet du pilotage et de la gestion paritaire. Avec des régimes qui ont été pilotés et gérés par les partenaires sociaux, je dirais, dans la durée, avec l'articulation entre le paritarisme de négociation et le paritarisme de gestion. Et c'est vraiment un élément de circuit court entre les deux paritarismes, et donc d'une forme d'agilité, de pouvoir articuler chaque fois les grands principes et la mise en œuvre. Et on sait bien que le diable est dans les détails. Et donc dans cette fidélité à l'intention, fidélité à la volonté, des négociateurs, de pouvoir les traduire, en un élément concret, pour qu'on ait le moins possible de perte en ligne entre l'intention et la mise en œuvre. Avec un élément qui a déjà été évoqué, avec un objectif de soutenabilité des régimes de retraite à GIRC-ARCO, avec depuis le début des régimes autofinancés, qui depuis le début n'ont pas produit 1 euro de dette, avec, je l'ai déjà dit, plus de 62 milliards de réserves pour piloter l'équilibre pluriannuel, parce qu'on sait bien que piloter un régime de retraite par répartition, ça se pilote dans la durée. Pour moi qui étais dans la marine, je dis souvent, c'est comme quand on fait tourner un paquebot ou un porte-avions. Ça se prend à l'avance. Ça suppose pour pouvoir justement, anticiper des tournants. Et avec comme élément sous-jacent, des hypothèses économiques volontairement prudentes. J'y viendrai juste après. Il y a une approche très prudentielle dans la gestion paritaire, à la fois parce que mieux vaut annoncer des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles, et surtout, quand une négociation a eu lieu, d'être sûr que tout sera au rendez-vous. Et donc c'est vraiment un élément déterminant qui a été salué notamment par la Cour des comptes dans ses différents rapports. Ça a été dit plusieurs fois, c'est aussi pour nous un facteur de confiance des jeunes générations. Parce que la question qui nous est régulièrement posée, c'est notre capacité à honorer la promesse, à honorer les engagements dans la durée. Je l'évoquais, cette approche prudentielle
dans le pilotage des régimes Agirc-Arrco, dans la gestion d'un risque long. Moi, je le dis souvent, quand on est client de l'Agirc et de l'Arco, on est client pendant plus de 70 ans. 40 à 45 ans de vie professionnelle, 20 à 25 ans de retraite. Donc on est véritablement dans une approche très très longue. Et donc la question que nous pose l'ensemble de nos ressortissants, c'est notre capacité à honorer nos engagements tout au long des 70 ans. D'où l'enjeu qui a été en 2015 de formaliser davantage des règles de pilotage qui étaient déjà, j'allais dire, sous-jacentes, mais qui ont été davantage formalisées à cette époque-là, avec un objectif de ne jamais descendre en dessous de 6 mois de réserve minimum, avec un horizon de 15 ans glissant, avec une distinction pilotage stratégique, pilotage tactique, là encore l'articulation entre le paritarisme de négociation et le paritarisme de gestion. Et c'est pour ça que des observateurs avertis, et là je me permettrai de citer Antoine Hurleman dans un propos de 2016 en disant mais finalement, est-ce que l'Agirc et l'Arco, ce n'est pas l'exemple du paritarisme rhénan, de la cogestion à l'allemande dans le système de protection sociale, de l'esprit de responsabilité. C'est pour ça que j'ajoute le fait que dans notre pays, des corps intermédiaires portent une part du bien commun du pays. Là où souvent on a tendance à opposer intérêt particulier et intérêt général, là où dans notre pays on a souvent tendance à penser que seul l'État est dépositaire de l'intérêt général, il me semble que des corps intermédiaires, des acteurs intermédiaires, prouvent que depuis plus de 70 ans, ils portent le bien commun du pays au service de l'ensemble j'ai déjà dit, au service de l'ensemble des assurés et des entreprises de notre pays. Notre approche aujourd'hui, c'est une approche qui est de plus en plus une approche interrégime. Moi, je le dis souvent, ce qu'attendent de nous nos concitoyens, c'est qu'on leur parle d'eux. Qu'on leur parle d'eux, ici et maintenant. Selon le bon vieux principe, parlez-moi de moi, c'est ça qui m'importe. Dans une approche globale de la carrière, une approche globale de leur situation individuelle et personnelle, une approche globale de leur retraite. C'est la raison pour laquelle, depuis plus de 10 ans, l'Agirc et l'Arco sont fortement engagés dans l'interrégime, fortement engagés parce que, je dirais, c'est un réflexe naturel. Vous le voyez, le fait de fédérer, d'échanger avec d'autres au service de l'ensemble, il me semble que c'est l'histoire des régimes. Donc depuis le droit à l'information, qui est de partir d'un interrégime d'information et progressivement de service, à aujourd'hui un interrégime de gestion. Yannick Moreau évoquait le terme le RGCU, le registre de gestion des carrières unifiées. Tout l'enjeu pour nous, ça sera désormais à l'avenir de passer de dites-le nous une fois, faisons-le une fois. Parce qu'effectivement, nos concitoyens attendent de nous de la simplicité, de la lisibilité, et ils ne comprennent plus qu'ils aient besoin de fournir plusieurs fois la même fiche d'état civil, la même copie du livret de famille, que sur les périodes de chômage et de maladie, on ait besoin de fournir, je dirais, plusieurs justificatifs. Il y a donc pour nous aussi, là encore, un enjeu de confiance, un enjeu de lisibilité, et en cela, il me semble que c'est aussi d'être fidèle à la promesse de départ, qui était d'apporter un service. Si les régimes ont été créés en 1947 puis en 1961, c'est bien dans cette volonté d'apporter un service adapté aux besoins et aux usages, j'allais dire de l'instant, mais dans la durée, de nos concitoyens, des entreprises. Et donc à chaque époque, je dirais, de continuer à servir nos concitoyens et les entreprises pour leur carrière, pour leur retraite, d'aujourd'hui et de demain. Voilà peut-être ce que je pouvais dire pour partager notre expérience. Merci. Bien, écoutez, je crois que cette table ronde, de par la qualité des intervenants, a tenu son thème, la complexité, l'efficacité, et nous avons déjà les prémices d'une transformation, et le corps l'a révélé dans ses rapports. Le passage d'un système à un autre par répartition par points ou conventionnel peut être fait à la fois techniquement, juridiquement. Il n'empêche que l'expérience que nous avons eue en Italie, merci d'être là, ou bien dans les autres pays, l'Allemagne, le Danemark ou encore la Suède, montre bien que ce n'est pas parce qu'on fait une réforme techniquement valable qu'elle est politiquement acceptable. Et maintenant, nous avons sûrement des questions, et je vous demande d'être précis dans vos questions pour pouvoir avoir des réponses précises également. Présentez-vous, madame. Oui, Sylvie Durand, administratrice Agirc-Arrco, administratrice ACOS également.
Il me paraît qu'il y a un sujet sur lequel on passe toujours un peu trop rapidement. Ce sont les inégalités de genre. Madame Moreau a raison, on n'est pas près de s'en sortir. Mais en même temps, il me paraît utile de les appréhender pour la construction de la future réforme. Que constate-t-on? C'est que notre système de retraite actuel, en dépit des solidarités développées, amplifie les inégalités que l'on constate pendant la carrière. Celles sont amplifiées au moment de la retraite. Alors soyons précis, on prend les chiffres INSEE, on prend les chiffres du corps. Pour chiffre 2015, temps complet mensuel, écart de salaire 19%. Pension complète pour une carrière complète. Pension pour une carrière complète, écart de pension, 34%. Ça, c'est dans le secteur privé. On constate cette amplification. Regardons ce qui se passe dans la fonction publique. Les inégalités de rémunération existent, de l'ordre de 12%. Et les inégalités de pension sont du même ordre. La question est donc, quels sont les mécanismes qui amplifient les inégalités entre les femmes et les hommes? Et qu'il soit bien clair que ce n'est pas la carrière, puisque là, j'ai pris le soin de dire, d'ailleurs le corps le constate, maintenant les femmes ont des carrières complètes. Ça, c'était le premier point d'attention qui n'appelle pas de réponse. Par contre, j'ai une question qui, elle, appelle une réponse, qui est tout simplement, quelle est la part maximale du PIB que l'on peut consacrer au financement de la répartition? Très bien, c'est une question hautement politique. Qui souhaite répondre parmi nos intervenants? Je rappelle que la part actuelle de PIB est de 13,8% en ce qui concerne les recettes et de 14% en ce qui concerne les pensions versées, 330 milliards d'euros. Dans les pays voisins, le rapport est un peu moins important. En Allemagne, on a vu qu'il était de 10%. En Italie, il est à une hauteur environ à peu près identique à cela, sachant que dans les autres pays, ils n'ont pas forcément mis tous leurs œufs dans le même panier parce qu'il y a souvent un système par capitalisation supplémentaire et qui doit quelque part également nous interpeller. Alors quel est l'objectif à atteindre dans les différentes hypothèses que vous avez fait au niveau du corps? Vous allez, je pense, Monsieur Bras, nous donner quelques précisions techniques. Oui. Ça marche? Oui. Donc précision technique, parce qu'effectivement, c'est pas une réponse auquel un technocrate peut apporter. Enfin, c'est pas une question auquel un technocrate peut apporter une réponse. Donc pour le moment, on est à 14% du PIB dans les travaux du corps consacrés aux retraites. Comme on l'a dit, notre système de retraite est très dépendant de la croissance, et donc dans l'hypothèse la plus défavorable, c'est-à-dire celle où la productivité à long terme augmente de 1% par an, on passe de 14 à 14,5. D'accord. Donc il n'y aura pas de dérapage de la part majeure de la part des dépenses de retraite dans le PIB. Et dans l'hypothèse la plus favorable, celle où la hausse de la productivité est de 1,8%, on descend jusqu'à 11,7%, tout ça en 2070. Donc a priori, il n'y a pas à prévoir de dérapage de la part des dépenses de retraite dans le PIB. Mais dire qu'il n'y aura pas de dérapage, c'est comme si je viens chez vous et je vous dis la température va être stable. Si votre thermostat est à 5 degrés ou à 40 degrés, ce n'est pas une bonne nouvelle. S'il est à 20 degrés, c'est à peu près une bonne nouvelle. Donc moi je vous dis ça ne va pas déraper, mais je ne vous dis pas que 14% c'est bien. Et ce n'est pas un technocrate qui peut répondre à cette question. Quels sont les éléments qui peuvent aider à cette réflexion? C'est d'une part la question de l'incitation, de la croissance économique et de l'incitation au travail. Il est clair que si on consacre 14% aux retraites, eh bien ça veut dire qu'il faut les prélever sur les actifs. Et donc si on prélève trop sur les actifs, et ça c'est un débat entre économistes, je vous laisse apprécier, eh bien ça pèse éventuellement sur les incitations au travail ou sur l'incitation à investir. Et voilà. Donc ça c'est une question fondamentale d'économie, et donc les économistes ont des avis là-dessus. Ce qui est bien avec les économistes, c'est que souvent les avis sont partagés, donc on peut après se faire son avis. Et puis après, il y a une question
de justice et d'équité et de vision du monde que l'on veut avoir. Donc si vous considérez aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est un peu supérieur à celui de l'ensemble de la population. Je vous ai dit que les retraites ne dérapaient pas, mais ça a une contrepartie, c'est que le niveau de vie relatif, pas absolu, mais le niveau de vie relatif des retraités va baisser et va aboutir, ça dépend là aussi des hypothèses, mais autour de 85%, c'est-à-dire le niveau que l'on connaît actuellement en Suède ou en Allemagne. Et bien là, vous pouvez tout à fait avoir deux visions du monde, en disant, bon, bah, après tout, les Suédois et les Allemands le font, pourquoi pas en France, et après tout, c'est un équilibre satisfaisant entre les actifs et ceux qui sont à la retraite, ou vous pouvez dire, non, ce qui est satisfaisant comme situation, c'est la situation actuelle où il y a parité de niveau de vie entre les actifs et les retraités. Et donc ça, c'est deux visions du monde totalement légitimes et qui doivent faire l'objet d'un débat collectif. De même sur l'âge de la retraite. En gros, on part à la retraite en France 2 ans avant certains autres pays qui nous entourent, l'Allemagne, la Suède à nouveau, le Royaume-Uni, bon, en gros. Voilà, on peut dire, ben oui, on pourrait demander aux gens de travailler un peu plus, ou on peut dire au contraire, il n'en est pas question, parce que les gens sont usés, ils aspirent légitimement à des loisirs. Donc tout ça, c'est des questions sur lesquelles je pense que, après avoir posé les termes du débat, le technocrate doit se mettre un peu en retrait et laisser aux politiques et à ceux qui représentent les Français, au corps intermédiaire, salué par M. Selleret, ben, le soin de faire valoir leur vision. Voilà. Merci. Oui, le calcul du PIB dans 15-20 ans n'est pas d'une redoutable évidence non plus. Donc fixer spécifiquement un pourcentage de PIB, ça interpelle. De même que le système de solidarité, plus on introduira des systèmes de solidarité, plus cela a un coût, d'où une indexation par rapport au PIB. Donc il faut être attentif à tout cela. Autre question. Oui, bon. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Oui. Bon, bonjour. Moi, je suis Jean-Luc Clément, syndicat CFTC. J'ai plusieurs remarques. D'abord, quel est l'objectif en termes de taux de remplacement du dernier revenu? Quel est le taux de remplacement du dernier revenu qu'on veut? C'est la question que je pose. Je voudrais revenir aussi sur le système des décotes. On a mis dernière réforme des retraites à 42 années de cotisation. Avec un système de décote, un trimestre manquant, on vous supprime 3 trimestres cotisés. Je le dis. Aujourd'hui, sont pénalisées essentiellement les femmes qui ont des carrières incomplètes, les seniors, parce que ça c'est valable dans une société de plein emploi. Vous savez tous qu'aujourd'hui, on a un fort taux de chômage chez les seniors. Les seniors arrivent en fin de droit, ne cotisent plus. Quand j'entends dire qu'il faudrait travailler plus longtemps, dans une société de plein emploi, pourquoi pas? Aujourd'hui, donc on frappe de plein fouet toute une catégorie de population. Et je parle aussi des gens qui ont fait des études, puisque le rachat des années d'études n'a pas été rétroactif et que quand la réforme des retraites est arrivée, celle de 2010 et celle de 2014, le rachat des années d'études n'est possible qu'à l'âge atteint par les personnes. Voilà. Donc oui, excusez-moi, je remets le micro correctement. Donc ça pose des questions sur le système de décote qui est injuste. Donc si on va vers un nouveau système de retraite, nous souhaiterions, nous, que le système de décote soit abandonné, qu'on ait des vraies retraites proportionnelles aux cotisations. Je voulais aussi souligner pour les enfants, on a parlé des fonctionnaires et des écarts de régime de calcul. Je rappelle quand même que les femmes fonctionnaires, les trimestres d'assurance sur leur compte qu'1 an, alors qu'on compte 2 ans dans le privé. Merci d'être. Voilà. Vous avez posé une question Voilà. précise sur privé. le taux, Voilà. la décote. On va J'arrête essayer là. d'y répondre. Et dernier truc, l'espérance de vie. Le dernier truc, l'espérance de vie. Il faudrait peut-être s'intéresser à l'espérance de vie en bonne santé, Bien qui sûr. aujourd'hui est en régression. Merci. Merci. Alors, question du taux de remplacement. Hein, bien différent dans le public, le privé. Si on compte les primes, on compte pas les primes. Un système qui est au jour d'aujourd'hui effectivement un système à prestation définie par un système à points qui est plus volontiers un système à cotisation définie. La cote, la décote, question relativement spécifique. C'est Monsieur Bras, Madame Moreau, y répond. Monsieur Bras. Un mot sur la décote, et ce que je vais vous dire va sûrement vous décevoir, mais dans le nouveau système tel qu'il est conçu, la décote est, enfin tel qu'il est conçu, il n'est pas encore conçu, mais a priori, la référence, je ne voudrais pas anticiper, la référence qui est
la référence qui est donnée pour le nouveau système. C'est un système qui intègre dans ses règles de base les décotes et les surcotes, puisque l'idée d'un coefficient de conversion dépendant de l'âge, qui est au cœur des propositions, c'est intégrer dans les règles du système une décote et une surcote. Quelle est la justification technocratique de la décote et de la surcote? Et après, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a place au débat. L'idée, c'est si vous partez à la retraite à 65 ans, vous coûtez moins à la collectivité et au système de retraite que si vous partez à 60 ans. Donc l'idée des décotes et des surcotes, c'est de dire on va laisser les gens choisir entre partir à 62 et partir à 65, et on va leur rétrocéder ce qu'ils apportent ou ce qu'ils demandent au système dans le montant des retraites. C'est ça la justification, avec bien évidemment l'idée que lorsqu'on ouvre une liberté de choix aux gens, la capacité à mobiliser cette liberté est différente. Bien évidemment, le cadre supérieur qui est bien installé dans son emploi peut plus facilement tirer parti de cette liberté que la personne invalide ou au chômage à 60 ans. Donc je ne vous ai pas dit que tous les problèmes étaient réglés par cela. Mais voilà quelle est la justification théorique. Et après, on peut être contre. Ce n'est pas parce qu'il y a des justifications théoriques et techniques de la décote et de la surcote qu'il faut les approuver. Mais voilà un peu quelle est la justification de la décote et de la surcote. Sur le taux de remplacement, il y a des objectifs qui ont été fixés, que le Conseil de surveillance des retraites, le comité de surveillance des retraites surveille, notamment l'idée d'un 2/3. Et donc peut-être que Yannick Moreau veut nous dire... Non. Oui, je veux dire, sur l'idée d'un taux de remplacement qui serait un objectif, on a eu en France des idées assez variables. Il y a tout un moment où c'était un élément très important dans une partie du débat, puis pour une partie des partenaires. Mais pour d'autres partenaires, fallait surtout pas en parler. En gros, pour les syndicats, c'était très important. Pour la partie patronale, il ne fallait pas le fixer comme ça. Il fallait le fixer en niveau de taux de cotisation. Alors, il y a une loi qui a fixé un objectif qui n'avait pas valeur réglementaire, mais qui est quand même un objectif pour une carrière au SMIC, etc., qui était la loi de 2003. Et puis, après, les autres lois n'ont pas repris cet objectif. Donc, la question de savoir si on fixe des objectifs de taux de remplacement est une question, vous avez raison, qui est une question très importante. On peut avoir des objectifs de taux de remplacement. Certains pays n'ont pas du tout d'objectifs de taux de remplacement. C'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Ils raisonnent en objectif de taux de cotisation. Ne pas bouger de taux de cotisation. Je crois que les Allemands, c'est vraiment dans leur c'est l'Allemagne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne consacrent pas plus ou moins de dépenses, parce qu'il y a aussi des dépenses budgétaires. Hein. Donc, il faut bien tenir compte de l'ensemble de ce qu'on dépense. Hein. Taux de cotisation n'égale pas taux de dépense. Bon. La loi de 2014, pour s'en tenir à la dernière loi, parce que je ne vais pas vous faire un historique complet, elle n'a pas fixé dans la loi un objectif, mais elle a dit dans la loi un taux de remplacement suffisant, et elle a donné une référence valable, en quelque sorte, pour l'avenir qu'avait cette loi. Bon. Et donc, cette référence, elle est fixée par un décret qui donne les taux de remplacement, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde exactement. Donc, il s'est fixé par rapport à une carrière type dans le privé. Bon. Voilà, donc on peut réfléchir en termes de taux de remplacement, mais il faut voir si on a deux objectifs, un taux de remplacement et un taux de cotisation. Voilà. On ne peut pas avoir un seul objectif. Moi, c'est ce que je crois. Ce qui me semble souhaitable, c'est d'avoir plusieurs indicateurs. Parce qu'un régime de retraite, ça répond à la fois à des objectifs pour les assurés et à des objectifs de soutenabilité, des objectifs aussi pour les cotisants. Donc, il faut se donner plusieurs objectifs. Mais je crois qu'il n'est pas du tout inintéressant de se dire, à un moment clé, qui est le moment du départ à la retraite, on voudrait tourner autour de combien? Politiquement, c'est une question qui a un sens. Je ne vais pas vous donner un chiffre, mais c'est une question qui a un sens. Et je crois que ce sera important de ne pas passer complètement à côté non plus.
Merci pour la précision. Autre question? Oui, bonjour. Monique Durand, présidente de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et également de la caisse nationale d'assurance vieillesse, donc des professions libérales. Madame Moreau, vous avez parlé tout à l'heure que certains étaient attachés à leur particularisme et vous avez cité précisément les professions libérales. Alors, j'essaye de vous interroger comment vous concevez, et j'interroge en même temps les personnes qui travaillent sur ce nouveau régime, comment vous concevez pour les professionnels libéraux, mais c'est vrai aussi pour les indépendants ou les exploitants agricoles, comment feront-ils pour cotiser de la même façon qu'un salarié pour lequel, ou qu'il soit d'ailleurs du public ou du privé, pour lequel il y a une participation de son employeur à hauteur de 60%, alors que pour un libéral, un indépendant ou encore une fois un exploitant agricole, il va falloir qu'il finance tout seul. Et donc, si on veut donner les mêmes droits, comment vous envisagez cette question précisément? Donc, le particularisme, vous avez bien compris, c'est j'entends qu'on puisse reprocher du particularisme aux professionnels libéraux, mais ils ont une particularité, encore une fois, par des revenus, par une cotisation qu'ils abondent eux-mêmes. Je vais dire un premier mot, je passe la parole à Pierre Loubas. Il faut bien utiliser un mot. J'ai simplement voulu dire que quand on parle d'universalité, de rapprochement des droits, etc., il ne faut pas ignorer en même temps, et donc comme j'avais 10 minutes, j'ai été court, donc j'ai parlé de particularisme, j'aurais pu parler de particularité, on pourrait faire toute une variation. Il y a des particularités de situations différentes, et j'ai simplement dit qu'au moment où on parle beaucoup d'universalité, de 1 euro cotisé égal, etc., il ne faut pas ignorer que la vie est compliquée, voilà, qu'il y a des situations variées, qu'il y a des histoires variées, et il y a aussi des situations variées, et il ne faut pas oublier ça. Bon, donc mon propos était simplement de dire, particularisme, oui, il y a aussi une particularisme quand on est attaché à des choses du passé, mais il y a aussi des particularités, et toute la difficulté de la réforme va être de combiner les deux, mais bon, j'ai voulu le dire parce que j'ai parlé de volonté de rapprochement en même temps. Donc il faut bien tenir compte des deux bouts de la chaîne, mais mon voisin a peut-être plus de choses à dire. Non, simplement, je voulais dire que dans ce que j'ai lu des objectifs de la réforme, j'ai lu 1 euro cotisé donne les mêmes droits, mais j'ai pas lu tout le monde cotise au même niveau en fonction de sa rémunération. Et donc, il me semble que, pour le moment, cette question n'est pas préemptée. Voilà. Ce qui est le cœur de ce qui est proposé, c'est 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Ça a été suffisamment répété pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Mais personne n'a dit tout le monde cotisera au même niveau en fonction de ses rémunérations. Donc, pour le moment, le projet tel qu'il est esquissé, pas conçu, esquissé, laisse ouvert la possibilité de taux de cotisation différents. Néanmoins, la règle 1 euro cotisé donne les mêmes droits veut dire que dans ce cas-là, en tout cas pour ce qui est du cœur du système, si on cotise moins en fonction de son taux, de son niveau de rémunération, on a moins de droits. Et donc en termes de taux de remplacement, il est clair qu'il sera différent. Et donc un objectif en taux de remplacement est difficilement abordable sans poser la question des niveaux de cotisation. Donc voilà, donc il me semble que c'est tout cela. Selleret voudrait compléter. Oui. Il me semble que la promesse du président de la République, c'est la convergence des rendements. C'est la convergence des rendements, mais on voit bien qu'on peut avoir à la fois convergence des rendements et maintien de taux de cotisation différents selon les situations. Alors, je partageais tout à l'heure l'expérience de la Jacarco où il y a convergence des rendements, mais il y a aujourd'hui une part des salariés qui continuent à cotiser à des taux supérieurs aux taux standards. Donc au final, dans un régime contributif, les droits individuels sont certes, c'est le même mode d'acquisition, mais au final, les droits collectifs, où la retraite servie, elle est le reflet de des cotisations effectivement versées tout au long de la vie professionnelle. Mais donc voilà, il y a bien un rendement individuel identique, mais ce n'est pas à la fin le même montant de la retraite, puisque chacun a cotisé et la retraite servie, elle est bien le reflet très majoritairement de la somme des cotisations versées. Voilà. N'oublions pas non plus que dans le système
compliqué, des cotisations avec des bases et complémentaires, qu'on derrière d'ailleurs des pensions différentes par point ou autre selon les calculs. On voit bien que si on bouge un certain nombre de lignes, on arrive à faire en sorte qu'on puisse avoir tendanciellement la possibilité de regrouper vers quelque chose de plus universel sans forcément tout bouleverser. Donc là aussi, il y a des marges de manœuvre, mais régime universel n'a pas significativement la même conclusion que régime unique. Et je crois qu'il y aura forcément des différenciations compte tenu des démographies, compte tenu d'un certain nombre d'avantages acquis, de prestations différentes, prises en compte de cet existant pour construire un nouveau système et faire en sorte qu'on puisse s'y retrouver. De toute façon, techniquement, c'est faisable. Voilà. Donc après, il y aura toutes les difficultés qui vont être mises à jour, bien entendu. Hein. Je voudrais souligner que parmi les particularités intéressantes du régime des professions libérales, il y a la grande réforme qui est intervenue en 2004 de passage d'un régime en annuité à un régime en points. Et un régime en points unifié pour l'ensemble des professions libérales. Alors c'est un peu une butte témoin, le régime de base des professions libérales, d'une volonté de transformation systémique de notre système de retraite. But témoin parce que c'est resté un effort isolé. Mais quand on le regarde de près, il est particulièrement intéressant à étudier et vraiment, à mon avis, très prometteur pour d'autres transformations. Voilà pour cette table ronde qui s'est tenue le 19 avril dernier dans le cadre d'un grand colloque portant sur la réforme systémique des retraites. Le gouvernement prépare un véritable Big Bang en la matière pour aboutir à un système universel où, je le cite, chaque euro cotisé aboutirait à l'ouverture de mêmes droits pour tous. Et vous l'avez vu, et bien avant cela, tout a commencé par un diagnostic du système actuel avec de nombreux sénateurs, avec de nombreux spécialistes, parmi lesquels la présidente du comité de suivi des retraites ou encore le président du conseil d'orientation des retraites ou encore le président de chambre de la Cour des comptes spécialisé sur le sujet. Vous pouvez toujours voir et revoir tous les colloques sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.